Écoutez, les primaires ne sont pas dans la tradition de ma famille politique et si nous l'organisons, c'est parce qu'il y a un risque de ce qu'on appelle un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire qu'en 2002, vous êtes bien jeune pour le savoir, mais en 2002, on a eu un duel entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen qui avait fait un score qui avait éliminé le candidat du Parti socialiste Lionel Jospin. Aujourd'hui, avec le score annoncé du Front National, il y a un véritable risque que les autres partis politiques soient éliminés dès le premier tour. Donc on a fait le choix d'organiser une primaire aux Républicains que nous avons associée, bien évidemment, avec, ce sont les primaires de la droite et du centre. Et donc ce n'est pas une américanisation de la vie politique, mais il y a un risque réel, s'il y a une dispersion des forces politiques, d'être éliminés au premier tour de la présidentielle. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette primaire. Alors, ce n'est pas une crise, j'ai envie de dire, parce que les Français sont très intéressés quand on voit le succès des émissions qui parlent des élections primaires, les deux débats qui ont eu lieu avec des millions de téléspectateurs, les émissions politiques elles-mêmes avec les candidats un par un qui attirent aussi du public. Je crois qu'au contraire, il y a une soif de changement, une soif de messages très clairs sur ce qu'il faut faire dans notre pays pour nous sortir de la crise. Je rappelle qu'on a un taux de chômage qui est supérieur à celui de la moyenne nationale. Donc ce n'est pas une crise, c'est une compétition entre des hommes et une femme qui accèdent, qui souhaitent accéder au premier poste, je dirais, qui est celui de président de la République. Donc en effet, chacun essaie de se différencier, il y a un petit peu de publicité comparative. Ils sont tous issus du parti Les Républicains, donc ils ont tous quand même un ADN commun. Après, c'est vrai que dans leurs propositions, s'agissant de l'emploi, de la santé, de l'aménagement du territoire, des finances, ils ont des différences entre eux et c'est ce qu'ils essaient de faire valoir dans les débats, dans les émissions et sur le terrain. Alors écoutez, les lignes bougent en effet depuis que les compétiteurs ont pu s'exprimer à la télévision et que des millions de Français ont pu les découvrir ou les redécouvrir. Il est vrai que François Fillon est un candidat qui est parti depuis de longs mois, je dirais envie de dire 3 ans. Il a écrit un livre qui est sa proposition pour le projet France, j'ai envie de dire, un livre qui s'appelle Faire. Aujourd'hui, en effet, on monte dans les sondages, les gens le découvrent, ils voient que c'est quelqu'un qui est honnête, qui est droit, qui a réfléchi à son projet, qui sait où il va et qui ne s'embarrasse pas des petites combines politicielles, justement, qui sont parfois à l'origine de ce que vous appelez la crise du politique. Il est très clair sur ses idées, très clair sur son projet. C'est probablement ce qui commence à faire la différence. Moi, je pense que François Fillon, aujourd'hui, il est en train de convaincre des indécis, parce qu'on a beaucoup d'indécis, beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre et qui ne savent pas trop, qui attendaient ces débats ou qui attendaient de rencontrer les candidats lors de meetings, qui sont allés très nombreux dans les meetings et qui aujourd'hui se disent ben oui, finalement c'est celui-là qui correspond le mieux. Et pour une fois, en effet, ce qui est souhaité, c'est qu'on arrête de voter contre un candidat, mais pour un candidat et pour un projet, et c'est le pari que fait François Fillon. Tout simplement pour la question principale qui est celle de l'emploi. Il y a un vieillissement de la population dans notre pays. Tous les pays européens autour de nous ont repoussé l'âge de la retraite. Il faut travailler plus longtemps, ne serait-ce que pour équilibrer les régimes de retraite et les caisses de retraite. Si on ne fait pas cet effort, qu'en effet, vous avez eu raison de souligner, a été fait en 2003 puis en 2010, si on ne fait pas cet effort-là, on ne pourra plus payer les retraites des retraités. On ne veut pas augmenter leurs cotisations. Donc la population vieillit dans notre pays, donc c'est quelque chose qui est inéluctable. On ne peut pas y échapper. Alors vous avez aussi raison de rappeler que tous les candidats ne mettent pas le curseur au même endroit, mais effectivement c'est quelque chose qui est important. Même la gauche n'est pas revenue en étant aux affaires sur l'âge de la retraite qui avait été repoussé. Ce que François Fillon propose, mais d'autres aussi, c'est de faire converger les régimes. Aujourd'hui, il y a une inégalité, une inéquité entre le secteur public et le secteur privé. Et ce qu'ils souhaitent aussi tous, et ce sera difficile à mettre en œuvre parce qu'il y aura de la résistance et des corporatismes, c'est de revenir sur ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Alors les Français nous disent très bien, mais les députés, les sénateurs, vous êtes aussi soumis à un régime spécial, donc il faudra montrer l'exemple. Je
pense encore une fois qu'il faut baisser les charges au maximum. Ce que propose François Fillon par exemple, mais d'autres candidats aussi, c'est vraiment d'avoir un minimum de charges. Il faut maintenir des dispositifs qui boostent ces entreprises-là. Et encore une fois, il faut qu'elles jouent à jeu égal avec leurs homologues européens, américains, enfin dans le monde entier. Donc il faut qu'elles aient des règles du jeu qui ne les pénalisent pas. Moi je le crois tout à fait possible. Faut quand même avoir la volonté, mais pour leur permettre d'exister, d'innover, d'aller de l'avant et baisser leurs charges, il faudra aussi accepter de baisser la dépense publique, qui aujourd'hui est arrivée à un niveau qui n'est plus acceptable. Et je rappelle que la dette de l'État, c'est 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de notre PIB. Donc on ne peut plus s'en satisfaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on finit par emprunter à l'étranger et donc on devient dépendant de ceux qui nous prêtent. Donc il faut aussi veiller à ça. Donc si on veut aider les entreprises, les soutenir, encore une fois, c'est avec une baisse des charges, mais ça veut dire aussi que l'État, les collectivités locales, toute la sphère publique doit faire des efforts d'efficacité pour optimiser l'action publique. Écoutez, moi je dirais wait and see, parce que alors moi j'étais au Danemark là lorsque l'élection a eu lieu. Je me suis couchée avec des sondages qui étaient quand même plutôt favorables à Donald Trump. On voyait bien qu'il commençait à gagner. On voyait des mines assez déconfites du côté des démocrates et je me suis réveillée avec Donald Trump président et donc j'ai regardé CNN en boucle, y compris les commentaires de tous les grands de ce monde, Angela Merkel, les chefs d'État africains, Vladimir Poutine, Mathilda May. Enfin, bon, j'ai écouté tous ces commentaires. Le peuple américain, il a choisi, hein, il ne s'est pas beaucoup déplacé, hein, 25% d'électeurs, c'est rien du tout. C'est comme chez nous des élections locales. Donc, ça veut dire qu'il y a les 3/4 des gens qui ne sont pas déplacés. Les jeunes ne sont pas allés voter. Donc, ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays, parce qu'évidemment, quand vous êtes élu avec 25% des gens qui participent, votre légitimité, elle n'est pas aussi forte que quand 80% des gens sont venus s'exprimer. Donc oui, moi je demande à voir, puisque pendant la campagne aux États-Unis, il y a eu des engagements, des promesses qui font réagir d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui ne sont pas du tout en accord avec ce qui a été proposé par le président Trump. Encore une fois, moi je demande à voir si la parole de l'Amérique telle qu'elle avait été tenue sous Obama va perdurer ou s'il va remettre en cause beaucoup de chantiers qui avaient été engagés. Mais nul ne peut le dire. Je discutais justement au Danemark avec un Américain. On est allé visiter les éoliennes offshore au large de Copenhague. Il y avait un professeur de Boston qui était là, qui était déprimé et qui disait « mais après tout, on ne sait pas ce qu'il va faire de cette victoire. Personne ne sait. » Bon, il n'est pas tout seul non plus, hein. Il va avoir une administration, il va avoir des vice-présidents. Enfin, donc c'est difficile aujourd'hui de le dire, mais c'est un choix du peuple américain. Alors il faudra voir s'il fait ce qu'il dit. Et d'autre part, et vous avez raison de mettre le point sur le i, pour nous, il faut absolument qu'on reprenne notre place en Europe. Depuis 5 ans, M. Hollande n'a rien fait pour que la voix de la France soit entendue en Europe. Quand il se décide des choses importantes, c'est en général pas lui qu'on appelle en premier. Et on a pu en discuter avec Angela Merkel, puisque elle est issue de notre groupe politique frère au Bundestag, qui est la CDU-CSU. Donc on travaille beaucoup avec les Républicains et la CDU-CSU. Et Angela Merkel nous dit, moi j'ai pas d'interlocuteur pour porter la voix jusqu'à présent de la France et de l'Allemagne. Quand le couple franco-allemand fonctionne, est fort, l'Europe, elle avance. Quand il n'y a pas de discussion ou qu'elles se font en ordre dispersé, l'Europe perd du terrain. La France a énormément perdu ces dernières années de son influence en Europe.
le ministre de l'Agriculture, sur 10 réunions, ne va qu'à 6. Il arrive en fin de réunion, il fait une petite conférence de presse et il retourne à Paris pour aller jouer devant les caméras rue de Solferino au Parti Socialiste. Donc si vous voulez, le prochain président de la République française, il a cette mission de reprendre pied au niveau européen. Il y a d'immenses défis, la politique étrangère, vous venez de la citer, la politique migratoire, évidemment, qui est très prégnante dans les choix des citoyens quand ils vont voter aujourd'hui, même si ce n'est pas la question. Il y a toute la transition écologique, il y a le phénomène du chômage de masse également en Europe. Donc, mais aujourd'hui, la France, elle est, moi je trouve, vraiment absente. Et quels que soient nos candidats, les Républicains, ils ont tous, ça s'est pas beaucoup vu pour l'instant dans les débats télévisés, mais un projet européen fort, puisque l'Europe, c'est notre destin. Enfin, et vous en particulier, les jeunes, vous êtes les acteurs de cette construction au jour le jour. Donc oui, il faut une Europe forte face aux Américains, face à la Russie, même si il faut parler avec la Russie. Est-ce qu'elle a les mêmes intérêts que nous à éradiquer Daesh? Donc on parle et on discute avec tous les représentants des pays élus démocratiquement. On peut parler des niveaux de démocratie qu'il y a dans certains pays, mais en tous les cas, ce sont nos interlocuteurs. Hein. On va pas voter pour les Américains, voter pour les Russes, voter pour les Syriens. Enfin, déjà, il faut qu'on vote pour notre président de la République à nous. Oui, bien sûr, elle est une menace sérieuse. Elle est une menace sérieuse parce qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, les scores du Front National sont élevés, voire très élevés. Je vous rappelle qu'aux dernières élections régionales, ils ont fait de tels scores que la gauche a été obligée de se désister parce qu'il y avait un risque d'accession au pouvoir du Front National et donc la gauche n'existe plus en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ni en région PACA. Donc il y a quand même un risque énorme. Vous rencontrez beaucoup de personnes en France qui sont insatisfaites. Des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des personnes issues de la classe moyenne. Il y a eu beaucoup de mécontentement ces dernières années et de temps en temps, vous entendez les électeurs dire on va leur donner un bon coup de pied et ils vont savoir ce que c'est, toute cette classe politique. Donc il y a un discours qui est entendu et on voit bien que les partis qui sont un peu similaires à celui du Front National, en Europe, prospèrent d'élection en élection. Donc oui, il y a un risque et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'offrir le luxe, nous, la droite et le centre, d'avoir 2 candidats à l'élection présidentielle. On peut être éliminé. Voilà. Alors je ne sais pas ce que la gauche décidera, je ne sais pas combien de candidats ils auront, puisque M. Hollande apparemment n'a pas compris qu'il n'était pas fait pour le job et imagine encore se représenter. M. Macron va probablement dans très peu de temps annoncer sa candidature, M. Valls est en embuscade. Je ne sais pas comment ça va se passer à gauche, mais nous, on ne fait pas ces primaires pour se faire plaisir, parce que c'est une grosse organisation. C'est vraiment pour qualifier celui derrière lequel on sera à tous, même si ce n'était pas notre premier choix. Moi, je ne crois pas que vous soyez désintéressé par la politique, parce que vous savez vous mobiliser pour de nobles causes. Vous faites de la politique autrement. Vous n'adhérez pas forcément à un parti politique. De toute façon, il n'y a qu'1% des Français qui adhèrent à un parti politique. Mais par ce que vous faites là aujourd'hui, vous vous intéressez à ce qui se passe autour de vous, vous vous intéressez à la politique. Je pense que vous regardez les débats, vous essayez de voir celui ou celle qui vous paraît le plus proche. Non, moi je trouve, pour discuter beaucoup avec les jeunes, qu'au contraire, il y a un intérêt pour peser sur leur avenir. Parce que quand on fait de la politique, moi c'est la conception que j'ai de mes responsabilités, qu'elles soient nationales ou locales, c'est pour essayer d'améliorer la vie quotidienne. Quand je vous disais tout à l'heure, moi ça me fait mal au cœur de voir que des jeunes partent. Alors c'est très bien quand ils partent, mais qui ne reviennent plus dans notre pays et qui se disent c'est plus possible, on ne peut plus entreprendre dans notre pays, moi ça me fait mal au cœur. Donc on a envie en tant que politique que ces choses-là, elles changent. Et je vous citerai Winston Churchill, puisqu'on est en plein débat sur la présidentielle. Il dit, lui, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que le politicien, il pense à son élection d'après,
Et l'homme d'État, il pense à la génération d'après. Et je trouve que c'est très juste. Et c'est pour ça qu'on a dans les candidats des hommes d'État qui ont le profil d'homme d'État. C'est vraiment ça. On doit penser à la génération d'après. Et là, singulièrement, les jeunes se sentent avoir été abandonnés par François Hollande. Et la loi El Khomri a été, je dirais, le moment où les jeunes se sont exprimés en disant après 4 ans, vous aviez dit que la jeunesse était votre priorité, regardez le résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, un homme politique qui se veut crédible, il doit annoncer des choses qu'il pourra faire. Pas faire plaisir forcément à tout le monde dans ses discours, mais annoncer, être sûr qu'il va pouvoir le faire, donc avoir son calendrier, sa méthode, parce que la déception, elle est terrible. Et la déception, là, on la mesure aujourd'hui. C'est pour ça aussi que les votes aux extrêmes, à l'extrême gauche ou l'extrême droite, sont en train de prospérer, parce qu'il y a une vraie déception de ce qu'on appelle la classe politique. Moi, je crois qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont intègres, qui ont des vraies convictions et qui ont envie que les choses changent et bougent, et notamment pour vous, la nouvelle génération. On est parents, moi j'ai des enfants de votre âge et je souhaite le mieux pour eux dans mon pays qu'est la France. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.